Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Nestlé Health Science. Je suis Sylvie Papin, responsable des affaires médicales sur le périmètre de l'oncologie et des parcours périopératoires et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette session dédiée à la nutrition et la malabsorption de la théorie à la pratique. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux intervenantes qui vont partager avec vous leur expertise ainsi que des situations rencontrées dans leur pratique quotidienne. Alors aujourd'hui, nous avons donc le docteur Bérénice Tellière, qui est gastro-entérologue et nutritionniste, membre du clan et responsable de l'unité transversale de nutrition clinique du CHU de Bordeaux. Elle coordonne une équipe dédiée au dépistage et à la prise en charge des troubles nutritionnels dans l'ensemble de l'hôpital et accompagne les services de médecine et de chirurgie dans les situations nutritionnelles complexes. Également parmi nous, nous avons donc le docteur Barbara Teyer, qui est médecin nutritionniste au CHU de Reims et qui exerce donc au sein de l'unité transversale de nutrition clinique où elle prend en charge les patients atteints de troubles métaboliques ou bien nécessitant un soutien nutritionnel spécialisé en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. Très impliquée en nutrition, le docteur Taillard est également très impliquée puisqu'elle est présidente du clan ainsi que du RESCLAN Champagne-Ardenne et également déléguée régionale de la SFNCM. Donc, au programme de cette heure ensemble, nous aborderons tout d'abord les notions clés de la malabsorption et de la maldigestion, ainsi que leurs présentations cliniques variées, puis les conséquences de ces situations sur la prise en charge nutritionnelle et les stratégies et solutions pratiques pour la gestion des cas complexes. Pour illustrer ces points, nos intervenants présenteront deux cas cliniques issus de leur pratique courante. Donc, avant de commencer, quelques indications pour profiter au mieux de ce webinaire. Voilà. Donc, vous pouvez passer en plein écran pour une meilleure visibilité des diapositives et pour cela, il suffit de cliquer en bas à droite de votre écran. Pendant la présentation, des quiz vous seront proposés, vous pourrez y répondre en direct et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire grâce à la fonction dédiée dans la barre latérale droite. Nous prendrons un temps à la fin de cette session pour y répondre. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire et mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Sylvie. Tout d'abord, merci à Nestlé Health Science de m'avoir proposé de parler de malabsorption. Alors voilà, si c'est bon. Je passe sur la présentation. Et donc, pour débuter, si on veut être ultra précis, on peut distinguer deux entités en fait nosologiques. La malabsorption à proprement parler, finalement, ça concerne le défaut de passage systémique des nutriments via l'entérocyte, tandis que la maldigestion, c'est ce qui se situe un petit peu en amont dans la lumière intestinale et c'est plutôt le défaut d'hydrolyse des macronutriments dans la lumière de l'intestin grêle. Donc, tout au long du tube digestif, on va avoir des phénomènes d'absorption et de digestion. Il y a certaines régions du tube digestif qui vont absorber de manière plus préférentielle, qui vont absorber certains nutriments de manière préférentielle. Et par exemple, donc, le duodénum, c'est le site d'absorption préférentielle du fer, du calcium et du cuivre. Donc, dans tous les montages chirurgicaux qui viennent chanter, voire supprimer complètement le duodénum, on peut retrouver des carences dans ces trois micronutriments, entre autres, comme par exemple dans les DPC. L'intestin grêle, lui, ça va être la grosse machine de l'absorption au sein de l'organisme. Et donc, c'est lui qui va assurer l'absorption des macronutriments, de l'eau, du sodium, des vitamines. Il y a une petite spécificité pour l'iléon terminal parce que c'est là qu'il va y avoir l'absorption préférentielle de B12, du magnésium et la réabsorption des sels biliaires. Et donc, enfin, le côlon, lui aussi, il a une fonction d'absorption hyper importante. Lui, il va absorber surtout l'eau, les électrolytes et les acides gras à chaîne courte dont on va reparler. Donc, l'intestin grêle, c'est un superbe exemple d'optimisation de surface puisqu'on va jusqu'à 200 à 340 mètres carrés de surface chez l'adulte. Et ça, c'est rendu possible grâce à des replis de muqueux et des replis de replis muqueux. Donc, quand on fait une endoscopie, par exemple, on peut voir à l'échelle macroscopique les valvules connivantes. Si on zoome à l'échelle microscopique, on peut distinguer donc, les villosités intestinales, c'est elles qui sont
atrophiés, par exemple, dans la maladie cœliaque. Et si on surzoome à l'échelle cellulaire, ben, on voit au pôle apical des entérocytes, la bordure en brosse qui, elle, optimise encore la surface de contact entre les nutriments et les enzymes de l'entérocyte. Donc, pour chaque nutriment, il va y avoir un schéma d'absorption qui va être à peu près le même pour tous, qu'on peut séparer en 3 étapes. En premier, la phase pré-entérocytaire qui va à proprement parler concerner la digestion, et c'est là qu'il va y avoir donc l'action mécanique, l'action chimique avec la mise en jeu des enzymes de la digestion. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la lumière intestinale. Après, donc, on a la phase entérocytaire avec la vraie absorption, et c'est là que vont rentrer en jeu plutôt tout le phénomène de transport entérocytaire. Et enfin, pour que les nutriments puissent être délivrés à l'organisme, on va avoir un phénomène de passage systémique, soit dans la circulation sanguine, soit dans les canaux lymphatiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phase post-entérocytaire. Donc, pour parler de malabsorption ou de maldigestion, il faut refaire un peu de physio. Et donc, on va revoir là l'absorption et la digestion des macronutriments. On démarre par les glucides. Donc, dans notre alimentation de tous les jours, on consomme surtout donc des disaccharides, le lactose, le saccharose, et aussi des glucides complexes. Le plus connu, c'est l'amidon, qui est un polymère de glucose. Donc, c'est lui qu'on va prendre comme exemple là. Et donc, dès la phase buccale, on va avoir un début de digestion grâce à la sécrétion de salivaire et donc de l'amylase salivaire. Son action, elle va être renforcée après dès le duodénum par l'amylase pancréatique, et ces 2 amylases, elles vont permettre, donc, en l'occurrence pour l'amidon, de le découper en oligosaccharides ou en disaccharides. Dans les oligosaccharides, par exemple, pour l'amidon, on retrouve les maltodextrines. Le truc, c'est que les disaccharides qui vont se retrouver au niveau de l'intestin grêle ne pourront toujours pas être absorbés dans l'entérocyte, et on va avoir besoin, pour terminer, de l'action des enzymes qui sont présentes au pôle apical, donc de la bordure en brosse, des entérocytes, qui vont être spécifiques de chaque disaccharide pour permettre leur absorption sous forme de monosaccharides. Donc, on a par exemple la lactase, la maltase, la saccharase. Et en physiopathe, on rencontre très fréquemment, par exemple, c'est donc avec le vieillissement chez l'homme, on peut avoir une perte d'activité de la lactase, et donc le lactose qu'on ingère peut être moins bien hydrolysé et on peut avoir une maldigestion de lactose. Donc, il y a certaines personnes qui, adultes, tolèrent moins l'ingestion de lait. C'est ce phénomène de diarrhée qu'on rencontre avec cette ingestion. Il y a d'autres glucides que ceux dont on a parlé à l'instant qui, eux, pour le coup, ne vont pas pouvoir être hydrolysés par notre propre bagage enzymatique. Donc, ils ne vont pas être absorbés dans l'intestin grêle, ils vont se retrouver dans le côlon et ils vont pouvoir en revanche être métabolisés par les enzymes de notre microbiote. Et donc, par un phénomène d'hydrolyse puis de fermentation, on va pouvoir produire des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui vont constituer un carburant pour les colonocytes, qui vont avoir un rôle dans le renforcement de la barrière intestinale, dans l'insulinosensibilité, dans la satiété, dans les réponses inflammatoires. Si on revient à nos monosaccharides dans l'intestin grêle, donc une fois qu'ils ont été hydrolysés, ils vont pouvoir pénétrer dans l'entérocyte grâce à des transporteurs plus ou moins spécifiques. Un des transporteurs les plus connus, c'est le SGLT1, qui est un transporteur actif indirect pour le glucose ou le galactose, associé au sodium. C'est ce qui explique, par exemple, qu'en cas de diarrhée aiguë, en cas de gastroentérite aiguë, on puisse réhydrater les patients, surtout les enfants ou les personnes âgées, avec les solutés de réhydratation orale qui optimisent l'utilisation de ce SGLT1. Donc, dans les SRO, il y a de l'eau, du sucre et du sel. Et donc ensuite, pour les protides, donc dans notre alimentation, lorsqu'on va ingérer des protéines, là, on va avoir un début de digestion au sein de la cavité gastrique avec la sécrétion de pepsine qui va hydrolyser nos protéines en peptides. Ensuite, donc, nos peptides qui vont se retrouver dans le duodénum vont pouvoir stimuler la sécrétion d'enzymes pancréatiques et de bile. On n'aura pas encore d'hydrolysat à ce moment-là. Tout ce petit monde va cheminer jusque dans l'intestin grêle et c'est là qu'on va pouvoir activer nos enzymes pancréatiques. Donc, c'est l'entérokinase
qui, elle, est sur la bordure en brosse des entérocytes, qui va être activée par la présence de bile. Elle-même, elle va activer la trypsine pancréatique, et cette trypsine pancréatique, elle-même, va pouvoir activer les protéases pancréatiques. Et donc, nos peptides vont se retrouver hydrolysés en acides aminés ou en oligopeptides. Et la fin du travail va être assurée par les peptidases, donc les endo ou les exopeptidases de la bordure en brosse des entérocytes. Donc, on va se retrouver avec des acides aminés, des dipeptides et des tripeptides. Donc, contrairement aux glucides, pour rentrer dans l'entérocyte, les peptides peuvent être sous forme de di ou de tripeptides. Ils peuvent pénétrer dans l'entérocyte soit par transport trans ou paracellulaire, ou alors par un récepteur spécifique. Et ensuite, dans l'entérocyte, ils vont pouvoir être hydrolysés en acides aminés. Et enfin, donc, pour les lipides, dans notre alimentation, on a surtout 3 types de graisses principaux. On a les triglycérides, qui sont 3 chaînes d'acides gras reliées par un glycérol. Les phospholipides, c'est 2 chaînes d'acides gras reliées par un glycérol et un groupement phosphate. Et les stérols, comme le cholestérol. Là, je vais prendre plutôt l'exemple des triglycérides pour la digestion. Donc, comme pour les glucides, dès la mise en bouche, il y a l'action de la lipase salivaire. Donc, j'insiste un peu, pour un peu peine qu'on prenne le temps de mastiquer, de sécréter de la salive, le début de la digestion se fait là. Et on rencontre parfois en consultation des patients avec des troubles bucco-dentaires, des patients édentés qui se plaignent de douleurs abdominales qui peut en partie résulter de l'absence de cette phase salivaire de la digestion. Donc, notre lipase salivaire et notre lipase gastrique, puisqu'on en a une dans l'estomac aussi, vont pouvoir découper les triglycérides en diglycérides et en une chaîne d'acides gras. Ces acides gras libres dans le duodénum vont pouvoir activer la sécrétion de sels biliaires et de lipase pancréatique, qui va être également très importante. Les sels biliaires, eux, ils vont permettre de solubiliser nos acides gras sous forme de ce qu'on appelle des micelles, au sein desquels la lipase pancréatique va pouvoir agir et donc finir de découper les diglycérides et triglycérides en monoglycérides et en acides gras libres. Les micelles qui contiennent les acides gras vont pouvoir pénétrer dans l'entérocyte par fusion membranaire, pardon, transport par diffusion membranaire. Et donc, les acides gras qui vont se retrouver dans le cytosol, là encore, sont très peu solubles, voire pas du tout solubles, et donc ils vont être pris en charge dans le réticulum endoplasmique, puis dans l'appareil de Golgi. Et là-dedans, on va avoir des phénomènes de recombination des acides gras avec, donc sous forme de triglycérides, avec les stérols et avec des protéines qu'on appelle des apolipoprotéines. Et tout ce petit monde va recréer des gouttelettes solubles qui ne sont plus des micelles, mais ce sont des chylomicrons. Et donc, ces chylomicrons vont ensuite atteindre la circulation systémique. Il y a une spécificité intéressante, c'est que les acides gras à chaîne longue, eux, ne vont pas pouvoir passer dans la circulation veineuse sanguine splanchnique initialement, et donc ils vont devoir cheminer d'abord dans la lymphe, qui rejoindra ensuite la circulation systémique. Alors que les triglycérides à chaîne moyenne, eux, peuvent d'emblée passer dans la circulation sanguine. C'est ce qui explique dans le cas, par exemple, de plaies des canaux lymphatiques d'acide chyleuses, pour éviter de stimuler la fuite de liquide chyleux, on va privilégier une alimentation pauvre en acides gras à chaîne longue et plutôt riche en triglycérides à chaîne moyenne. Donc, si on reprend nos 3 étapes de la digestion précédentes, on a donc la phase pré-entérocytaire où, sur le plan pathologique, on va retrouver toutes les pathologies de la digestion. Donc, on appelle ça une maldigestion. On va retrouver tout ce qui concerne les défauts d'action des enzymes de la digestion. Donc, on va avoir les insuffisances pancréatiques, par exemple, les cholestases obstructives, donc quand la bile n'atteint pas la lumière intestinale. On peut avoir des syndromes de pullulation microbienne du grêle sévères, avec une déconjugaison des acides biliaires. Dans la phase entérocytaire, on va avoir toutes les pathologies de l'entérocyte, les entéropathies, les entérites radiques. Le modèle par excellence de malabsorption avec la diminution drastique de population des entérocytes, c'est le syndrome du grêle court. Et de manière, par exemple, beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus rare, on peut retrouver les déficits génétiques des transporteurs entérocytaires. Pour ce qui est des maladies du passage systémique des nutriments, on va avoir toutes les pathologies qui atteignent la circulation lymphatique, comme la fibrose rétropéritonéale, les lymphangiectasies intestinales, comme la maladie de Waldmann, les plaies des canaux lymphatiques, etc. Il y a aussi des pathologies qui peuvent toucher le retour veineux splanchnique.
Donc, je terminerai avec un cas clinique. Donc, il s'agit d'une vraie patiente qui a été opérée d'un bypass gastrique en Y. Elle pesait alors 115 kg avec un IMSA 40 en post-op immédiat, assez précocement. Elle présente des vomissements, une diarrhée, une anorexie. Sur le plan biologique, en quelques mois, on voit apparaître une hypoalbuminémie, des perturbations du bilan hépatique. Elle a de nombreuses carences en micronutriments. Il y a un an post-opératoire, donc elle est sévèrement dénutrie, elle a perdu 45% de son poids, elle est sévèrement carencée, altérée, donc il y a une nutrition entérale sur une sonde gastrique qui est mise en place avec un litre de Sondalis HP énergie fibre sur 12 heures. À 3 mois de l'initiation de la nutrition entérale polymérique, elle s'est encore dégradée. Il y a un ralentissement idéomoteur, une franche altération de l'état général. Elle a perdu 50% de son poids au moins en 15 mois, puisqu'en fait, elle présente en plus des œdèmes des membres inférieurs. Elle pèse 57 kg avec les œdèmes. Il y a un érythème conjonctival et des brûlures oculaires. On voit sur les photos qu'il y a une langue dépapillée, des perlèches, une pâleur cutanée. Au niveau cutané, toujours sur les membres, on a un érythème diffus avec une desquamation, des douleurs neuropathiques, avec des brûlures neuropathiques au niveau des membres. Elle a une hypoalbuminémie très sévère à 12 grammes par litre, une anémie à 7 grammes par décilitre, macrocytaire. Le dosage de la vitamine B9 et de la B12 sont normales et elle a un TP abaissé à 55%. Donc, avec tout ce qu'on a dit, là, quelle carence en micronutriments est-ce qu'on peut suspecter chez cette patiente? Je pense que vous allez pouvoir répondre sur la fenêtre qui va s'afficher. On vous laisse quelques petites minutes de réflexion. Je peux peut-être revenir sur la diapositive d'avant. Non. Si. Il reste encore quelques secondes. Donc tout ça, il n'y a rien d'inventé. Hein. C'est des vraies situations qu'on peut rencontrer. Donc, finalement, cette patiente a présenté toutes les carences proposées. Sur la photo, là, on voyait donc la langue des papiers, les perlèches, pouvaient évoquer une carence en zinc, en fer, les manifestations oculaires, une carence en vitamine A, et donc l'anémie macrocytaire avec la B9 et la B12 normale orientée vers une carence en cuivre, la baisse isolée du TP, alors je ne vous avais pas dit que c'était isolé, mais c'était isolé, pouvait montrer une carence en vitamine K, et dans le cas, elle avait également une carence en vitamine D, en sélénium et en acide gras essentiel qui avait été dosé à la demande des dermatologues pour expliquer les lésions. Donc à ce stade, cette patiente présente bien sûr un syndrome de malabsorption sévère. Nos deux hypothèses, c'était donc un syndrome de pullulation microbienne du grêle très sévère et bien sûr une anomalie du montage chirurgical. Donc nous, on l'a reçue dans notre centre à ce moment-là. Donc on a changé le protocole de nutrition entérale pour un protocole semi-élémentaire. Alors à titre indicatif, elle a eu d'abord du Peptamen HN sous forme progressive, puisqu'à l'époque, elle avait quand même encore quelques troubles de tolérance digestive. Finalement, les troubles se sont assez vite amendés. Elle a pu reprendre de l'appétit, remanger en solide. Donc, elle est rentrée à domicile avec une forme un peu plus concentrée, avec du Peptamen 2.0, 500 ml sur 12 heures. On a également mis en place une antibiothérapie séquentielle par métronidazole, une supplémentation évidemment des carences, et je ne l'ai pas noté là, mais des extraits pancréatiques. Et donc, pour la fin de l'histoire, elle est venue 2 mois après l'initiation de la nutrition semi-élémentaire. Donc, elle est arrivée en conduisant sa voiture avec une reprise de 8 kg et une quasi-disparition des œdèmes, une franche amélioration de l'état général, une amélioration des troubles des phanes avec persistance d'une alopécie, mais cicatrisation des lésions cutanées. L'albuminémie s'était corrigée. Elle était dans un état nutritionnel compatible
avec exploration chirurgicale qui a eu lieu 1 mois plus tard et on s'est rendu compte que l'anse commune était très courte à 70 cm et l'anse alimentaire à 2 mètres. Donc un cas de malabsorption alors qui est que moi j'ai vu en tout cas qu'une seule fois de manière aussi exacerbée. Et je laisse la parole à ma collègue Barbara. Ça marche. Merci Bérénice et merci aussi à Nestlé Health Science pour l'invitation. Alors, je peux passer la diapo d'après. Pourquoi? Ah, si, ça y est. Voilà. Alors, donc la patiente de Bérénice a repris du poids grâce à un mélange semi-élémentaire. Quelle différence y a-t-il entre un polymérique et un mélange semi-élémentaire? Vous avez 5 propositions. On a une ou plusieurs réponses bonnes. Donc, A, les mélanges semi-élémentaires sont enrichis en gomme de Goire partiellement hydrolysée. B, les mélanges semi-élémentaires contiennent essentiellement des lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne. C, les mélanges semi-élémentaires contiennent des protéines d'origine végétale. D, les mélanges semi-élémentaires sont enrichis en fibres. Et E, les mélanges semi-élémentaires sont indiqués en cas d'allergie aux protéines de lait de vache. À vous de répondre. Il vous reste encore une petite vingtaine de secondes. Alors, du coup, la bonne réponse, c'était la réponse B. Les mélanges semi-élémentaires contiennent essentiellement des lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne. Voilà. En fait, effectivement, les protéines sont dans les mélanges semi-élémentaires sous forme de petits peptides, comme vous a un peu expliqué Bérénice tout à l'heure. C'est de la protéine de lait de vache, ce n'est pas de protéines d'origine végétale. Par contre, elles sont sous forme de protéines hydrolysées de lactosérum. On a des glucides sous forme de maltodextrine et les lipides principaux, c'est des triglycérides à chaîne moyenne, entre 50 à 70% en fonction de la formule. Tous les mélanges semi-élémentaires sont sans fibres et sans gluten, sans lactose, mais bon, ça, c'est pour tous les mélanges de nutrition entérale. Et donc, l'intérêt de ces mélanges semi-élémentaires, c'est pour une absorption sans clivage enzymatique. On a vu sur la présentation de Bérénice qu'il y a beaucoup d'enzymes qui interviennent, et donc ça permet de chanter un peu, et ça améliore la digestibilité et l'absorption. Moi, ce que je dis souvent aux patients, c'est que ces mélanges semi-alimentaires sont un peu, entre guillemets, prédigérés. Ça fait pas, c'est pas très glamour, mais c'est assez parlant pour les patients. Donc, ça va les aider au niveau de la digestion et de l'absorption et ils auront moins de travail à faire. Voilà. Alors, du coup, les indications des mélanges semi-élémentaires, Bérénice vous en a un petit peu parlé au début. C'est surtout pour les patients avec de la maldigestion, tout ce qui va être insuffisance pancréatique exocrine, notamment les mucoviscidoses et les patients avec des pancréatites chroniques, et puis en post-chirurgie comme les DPC, les chirurgies du pancréas. On a parlé aussi des déficits en acide biliaire avec la cholestase, mais ça peut être comme la patiente de Bérénice, le cas clinique d'avant, une colonisation bactérienne. C'est indiqué également en cas de malabsorption pour les syndromes de grêle court, associés ou pas à une nutrition parentérale. Pour les entéropathies d'origine inflammatoire ou médicamenteuse ou les entérites radiques. Et puis, on en a aussi parlé au début pour les plaies des canaux lymphatiques qui peuvent donner des acides chyleuses ou des chylothorax. Et c'est intéressant également de tester ces mélanges en cas d'intolérance aux mélanges polymériques. Donc, le dernier semi-élémentaire qui est sorti de chez Nestlé, c'est le Peptamen 2.0. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il est hyper énergétique, avec 2 kilocalories par millilitre. Donc, dans une poche de 500 millilitres, on a 1000 kilocalories. Il est hyper protéiné, donc avec des protéines hydrolysées, comme on a vu précédemment, donc 45,5 grammes pour 500 millilitres, et il contient 70% de TCM. Donc, c'est vraiment intéressant pour les patients qui
tolèrent pas de gros volumes ou des débits importants pour améliorer la qualité de vie, éviter qu'ils soient branchés trop longtemps. Bon, par contre, j'attire votre attention sur l'hydratation parce que qui dit produit concentré dit moins d'eau. Donc, vraiment penser à l'hydratation, surtout chez ces patients qui peuvent avoir des problèmes de diarrhée. Donc, à titre indicatif, dans le Peptamen 2.0, il y a 350 ml d'eau par poche de 500 ml, comparé au Peptamen HM, où on est sur 400 ml pour 500 ml. Mais comme vous allez en donner moins en volume, vraiment penser à compenser avec de l'eau. Alors, moi, je vais vous parler du cas clinique de Madame G. C'est une patiente de 79 ans, donc qui est suivie par son gastro-entérologue depuis 2019 pour un TIPMP. Donc, c'est des tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas qui sont habituellement plutôt bénignes, mais qu'on surveille régulièrement parce qu'elles peuvent évoluer. Sa dernière écho-endoscopie était normale en 2024. Par contre, courant d'année 2025, elle a eu un nouveau scanner qui a montré une dilatation du canal pancréatique. Et puis en plus, en septembre 2025, elle a fait une pancréatite aiguë. Donc là, elle a vu les chirurgiens digestifs qui ont posé l'indication d'une DPC, donc une duodénopancréatectomie. Elle a été opérée le 4 décembre par la paro avec un curage ganglionnaire. Et puis, le 7 décembre, les chirurgiens ont introduit de l'ocréotide, donc c'est de la somatostatine qui permet de diminuer l'absorption intestinale des graisses et de diminuer la concentration en triglycérides pour éviter, pour diminuer le débit lymphatique, parce qu'en fait, ils sont aperçus sur le drain qu'il y avait un dosage d'amylase très important, à plus de 26 000 UI par litre. Mais finalement, elle a quand même été reprise au bloc le 8 décembre parce que c'était une fistule biliaire qui était à très haut débit. Elle a été opérée, ça s'est bien passé. Le 10 décembre, ils lui ont fait un ASP au Télébrix. En fait, c'est un produit de contraste qui permet d'explorer le tube digestif et voir s'il y a une intégrité de celui-ci. Tout était bon, donc ils ont retiré la sonde nasogastrique d'aspiration. Voilà. Pendant tout ce temps-là, la patiente, elle n'était pas à jeun. Elle avait une nutrition parentérale sur une jugue en 24 heures sur 24. Et puis, le 11 décembre, elle est autorisée à reprendre une alimentation. Donc, alors, ce que nous, on appelle un PIC, donc c'est potage, yaourt, compote. Donc, comme elle peut remanger, l'avis diète est demandée. Alors, elle est pesée à 52 kg, elle fait 1m61, son IMC est à 20,1, mais l'interrogatoire de la diète montre qu'en fait, depuis sa pancréatite là, du mois de septembre 2025, elle a une diminution de l'appétit, puis surtout, elle fait très attention, elle fait un régime sans graisse. Donc, avant sa chirurgie, elle avait déjà en fait perdu 3 kg. Donc, la diététicienne fait l'adaptation de ses plateaux avec son fameux PIC. Et puis, elle demande au chirurgien de repasser la nutrition parentérale en nocturne pour essayer de favoriser la prise alimentaire plutôt en journée. Le 12 décembre, grande visite professorale, c'est un vendredi, il décide d'enlever le cathé et de mettre une sonde nasogastrique d'alimentation. Bon, comme il est un petit peu tard pour nous contacter, bon, ils vont mettre 250 ml de nutrition, un polymérique, normocalorique, normoprotéiné. Donc, on les a bien éduqués. Ils commencent par un petit volume, un produit isocalorique. Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas trop bien la nutrition entérale. La patiente, elle ne tolère pas bien, plutôt mal au ventre, problème de digestion, enfin, donc pas trop bien. Et donc, elle n'en a pas dans la nuit du 14 au 15 décembre, dans l'attente de l'avis de la diététicienne le lendemain. Donc, finalement, le lundi, le 15 décembre, la diète est appelée pour adapter la prise en charge, mais en même temps, il découvre qu'il y a une acide chileuse au niveau du drain. Bon, elle est par pesée, on a toujours son poids du 11 décembre, mais les apports seuls, au final, sur la fiche de surveillance alimentaire du week-end, on s'aperçoit qu'ils ne permettent pas de couvrir les besoins. Et on sait que le drain donne 700 cc. Alors, du coup, quelle prise en charge nutritionnelle vous auriez fait? Alors, soit on remet une nutrition parentérale exclusive, on peut mettre une alimentation péros pauvre en graisse, plus une nutrition parentérale de complément, ça c'est la réponse B. Ou la C, une nutrition entérale exclusive. D, on met de la nutrition entérale, plus une alimentation
pauvre en graisse, plus de l'huile de TCM, donc triglycérides à chaîne moyenne. Ou alors, comme on voit quand même qu'elle ne couvre pas ses besoins et qu'elle avait déjà perdu du poids en pré-chir, on met une alimentation péros enrichie et des compléments nutritionnels oraux. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Bon, là, bien sûr, il n'y a qu'un choix. Alors, c'est terminé. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a fait la réponse D, hein, nutrition entérale, parce qu'elle avait quand même sa sonde nasogastrique déjà. L'alimentation a été réduite en graisse, on a rajouté de l'huile de TCM. Donc, on a mis du peptamène à chaîne, parce que c'est ce qu'on avait au marché. L'alimentation sans graisse, l'huile de TCM. On a fait une augmentation progressive du volume et du débit en fonction de la tolérance de la dame. On a monté jusqu'à 700 ml à un débit de 54 ml/h de peptamène à chaîne. On n'est pas parti sur une alimentation parentérale exclusive parce que déjà de 1, on n'avait plus de voix d'abord puisqu'elle avait été retirée. Et puis, en plus, c'est plutôt pour normalement des acides chileuses avec un débit important au-delà d'1 litre. Donc, on a fait ça. Finalement, ça s'est plutôt pas mal passé. La dame, elle est rentrée avec sa sonde nasogastrique le 18 décembre. Le 29, elle a revu le chirurgien, il y avait des diarrhées persistantes. Bon, ce que je ne vous avais pas dit, c'était qu'elle avait une insuffisance pancréatique et exocrine aussi. Donc, le chirurgien a augmenté l'eurobiol, donc l'extrait pancréatique, à 2 gélules avec un seul L, de 40 000 unités 3 fois par jour pour son repas de matin, midi et soir, et puis une gélule aussi pour sa collation. Le 31 décembre, elle a été revue et le débit du drain avait bien diminué à 300 cc. Finalement, le 7 janvier, les chires ont enlevé le drain et lui ont donné l'autorisation de reprendre une alimentation normale. Donc, comme ça se passait plutôt bien au niveau de l'alimentation déjà du poids, nous, on a diminué la nutrition entérale à 500 ml pour essayer de stimuler un petit peu la patiente péros. Et finalement, le 23 janvier, on l'a revue, son CEFI était à 10 sur 10, l'albumine et la préalbumine étaient revenues normales et le poids était stable malgré la diminution de l'alimentation entérale. Donc, on a décidé d'arrêter la nutrition. Voilà, et donc Bérénice et moi, on vous a parlé toutes les deux d'extrait pancréatique, donc on voulait refaire un petit focus dessus. Donc, on vous a fait des petites questions sur les extraits pancréatiques. Donc, quand et comment les utiliser? A, les extraits pancréatiques sont à prendre au début de repas. B, les gélules ne peuvent pas être ouvertes. C, la nutrition entérale nécessite également la prise d'extraits pancréatiques. D, les extraits pancréatiques peuvent être passés par sonde de nutrition entérale. Et E, la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons, donc les IPP, est contre-indiquée en cas de prise d'extraits pancréatiques. À vous de voter. Il y a plusieurs réponses vraies possibles pour ce quiz. Alors, du coup, les deux affirmations vraies, c'était la C. Il faut quand même prendre les extraits pancréatiques pour bien digérer, absorber la nutrition entérale. Et on peut les passer par la sonde de nutrition. Donc, on va voir juste après. En fait, en pratique, les extraits pancréatiques, c'est l'eurobiol ou le crayon, en fonction de ce que vous avez dans vos établissements. Il faut vraiment que ce soit pris à chaque prise alimentaire qui contienne des graisses et aussi en cas de prise de vitamines liposolubles. S'il y a une supplémentation en vitamine A, D, E ou K, elle ne sera pas absorbée si le patient n'a pas son crayon.
Au niveau des doses, il faut vraiment faire pleine dose pour les repas principaux et s'il y a une collation, rajouter une demi-dose pour la collation. Alors, c'est plutôt à prendre au milieu ou fin de repas, pas au début. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Les gélules, elles ne doivent pas être croquées ni écrasées, mais par contre, elles peuvent être ouvertes et mélangées. Par exemple, si les patients n'arrivent pas à avaler les gélules, elles peuvent être ouvertes, mélangées, mais par contre, il faut faire attention à ce que ce soit un liquide ou un solide acide pour pas dégrader le principe actif. Donc, typiquement dans du jus d'orange ou par exemple une compote de pommes, si on ne veut pas que ce soit trop liquide, s'il y a des troubles de déglutition. Et en fait, les granulés qui à l'intérieur restent stables en milieu acide, donc pour un pH en dessous de 5,5. Et donc, ça se dégrade pas au niveau de l'estomac, mais par contre, ça se délite du coup au niveau du duodéno jejunal pour l'absorption des graisses. Et donc, c'est pour ça que souvent, on leur associe un IPP, donc un inhibiteur de la pompe à protons, pour augmenter le pH du duodénum et optimiser la libération enzymatique. Et alors, chose que j'ai appris en faisant ce topo, en fait, c'est des extraits pancréatiques d'origine de porc. Donc, faire attention, ça peut aussi poser problème chez certains patients et bien leur expliquer l'intérêt de la prise de l'extrait pancréatique. Alors, du coup, comme c'était des patients qui avaient de la nutrition entérale, on a refait un petit focus sur les recommandations dans les prises avec la nutrition entérale. Donc, c'est des recommandations de l'ESPEN. Sur les guidelines de la prise d'extrait pancréatique chez les patients, notamment en pancréatite chronique. Donc, on peut utiliser le crayon ou le robiol avec la nutrition entérale, mais pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit mis avec un liquide gastrique, liquide acide dans l'estomac pour qu'il arrive bien fonctionnel au niveau du duodénum. Voilà, donc en fait, on vous a fait une petite diapo de Take Home Message. Je ne sais pas, Bérénice, si tu veux intervenir ou pas. Oui, c'était la séparation un petit peu physiopathologique du mécanisme de l'absorption et de la digestion pour pouvoir identifier les différentes causes qui sont responsables soit de maldigestion, soit de malabsorption. Il faut savoir en pratique, quand on se pose la question devant un patient, savoir s'il malabsorbe ou pas, ou s'il mal digère ou pas. Souvent, quand même, les contextes cliniques ou les histoires cliniques sont assez évocatrices des patients qui ont eu des chirurgies digestives ou qui ont une mucoviscidose ou qui ont... Voilà, souvent, ça sort quand même pas de nulle part, quoi. Et pour la suite, oui, je te laisse. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que l'indication de ces mélanges est plutôt en lien avec les pathologies des patients en cas de malabsorption ou maldigestion et aussi en cas d'échec d'un mélange polymérique. C'est vrai qu'il y a pas mal de recos qui disent dans première intention d'essayer le mélange polymérique, mais rapidement se poser la question si c'est efficace ou pas, et puis en fonction de la tolérance. C'est vrai qu'il peut ne pas y avoir tout ce contexte-là et finalement, un patient qui ne tolère pas trop bien la nutrition entérale, pas hésiter à faire un essai avec un semi-élémentaire pour voir si ça améliore la tolérance. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes les deux pour la clarté et les cas pratiques qui ont été présentés. Déjà, de nombreuses questions dans le chat. Alors, je vais les dérouler dans l'ordre. Pour la première des questions, quelle situation de maldigestion ou de malabsorption rencontrez-vous le plus fréquemment dans votre pratique? Barbara, tu peux répondre ou... En pratique, on voit un peu de tout, je dirais. Je ne sais pas s'il y en a une, peut-être plutôt les pancréatites chroniques qui ressortent un petit peu plus, mais c'est vrai que les plaies canaux lymphatiques, etc., c'est un peu plus rare, mais
On en voit de temps en temps, ouais, je dirais ça. Ouais, nous, on voit pas mal, on fait beaucoup de post-opératoires aussi, donc on voit beaucoup de patients avec des duodénopancréatectomies céphaliques ou des duodénopancréatectomies totales. Il y a quand même, comme c'est un centre recours à Bordeaux de chirurgie bariatrique, donc on a comme la dame du cas clinique, quelques cas de catastrophes chirurgicales. Et après, les patients qui sont au CRCM pour la mucoviscidose, il y en a quelques-uns qu'on suit, mais sinon, ils sont quand même très bien suivis au CRCM. Et c'est surtout les pathologies pancréatiques, je dirais, en fréquence. D'accord. Merci, c'est très clair. Alors là, je pense que c'est une colle qu'on veut vous poser. Avez-vous une idée de la prévalence de la malabsorption chez les patients en nutrition entérale? Effectivement, c'est une colle. Je ne saurais pas dire. Puis alors, je ne sais pas trop. J'imagine que ça dépend un peu des pratiques et des centres aussi qui utilisent la nutrition entérale. Donc non, je ne sais pas répondre à cette question là comme ça. D'accord. La question suivante, il me semblait que les études n'avaient pas montré de bénéfices supplémentaires aux produits semi-élémentaires dans les cas de pancréatite versus les produits élémentaires. Oui, dans les recommandations, effectivement, dans les études qui comparent les nutritions entérales polymériques et semi-élémentaires, les conclusions sont globalement que la tolérance est bonne dans les deux, qu'il ne semble pas y avoir de bénéfice de l'une par rapport à l'autre. Je pense dans les cas, donc la pancréatite, en tout cas pour les cas de pancréatite aiguë, je pense qu'il faut quand même distinguer le cas très spécifique de rupture pancréatique, de fistule pancréatique, parce que dans ce cas, quand même, ce sont des patients qui vont avoir un gros défaut de sécrétion pancréatique au sein de la lumière intestinale, et souvent la nutrition polymérique est mise en échec, mais sinon pour le reste des cas de pancréatite aiguë sévère, effectivement, on a l'habitude, nous, de démarrer plutôt avec du polymérique, et en cas d'échec sur le plan nutritionnel ou de carence, par exemple, vraiment très profonde en vitamines liposolubles, où on sait qu'il y a une vraie malabsorption, dans ce cas, on change pour un produit semi-élémentaire en seconde intention. Ok. Alors, pardon, plusieurs questions qui arrivent tout en même temps. Si les signes de malabsorption ou maldigestion ne sont pas évidents pour un patient en nutrition entérale à la maison, quels conseils proposer si pas d'UTN ou médecin nutritionniste à proximité? Alors, ce serait donc un patient qui est à domicile avec de la nutrition entérale, si je comprends bien. Après, c'est pourquoi se poser la question. En gros, c'est s'il y a des signes cliniques ou si on voit qu'il y a une prise de poids qui n'est pas satisfaisante malgré, malgré la quantité de mélange qu'on met. Éventuellement, on peut se poser la question. Après, il y a forcément un médecin prescripteur vers lequel peut-être on peut revenir pour lui proposer éventuellement de faire un essai. Après, il faut faire le test si on se pose la question et puis voir ce que ça donne. D'accord, merci. Je pense. Question suivante. Pour les patients qui sont avec de la nutrition entérale sur 12 heures la nuit, à quel moment donner le crayon? Alors, je ne sais pas si j'ai pas trouvé de réponse franche, de recommandation, etc. Après, nous, ce qu'on fait en pratique, quand ils sont en 12 heures sur la nuit, c'est qu'on donne le crayon un petit peu après le début de la nutrition entérale et au débranchement le matin. C'est vrai qu'on ne les fait pas se relever la nuit pour prendre un crayon supplémentaire. Après, je ne sais pas je pense que ça doit être centre dépendant. Je ne sais pas si tu as la même. Si tu fais la même chose, Bérénice. Ouais, dans les cas où ils ont. Enfin, on est moins stressé quand ils ont de la nutrition entérale semi-élémentaire, pour le coup. Oui. Et c'est vrai qu'en cas de nutrition polymérique, les extraits pancréatiques, ça va être surtout pendant les repas, et après, pendant la nutrition nocturne,
c'est sûr qu'il y aura une partie probablement qui ne sera pas en contact avec les extraits pancréatiques. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en cas d'échec à ce moment-là de ces mesures-là, c'est dans un second temps où on se dit, bon, là, il faut une nutrition prédigérée. Les extraits pancréatiques, on ne peut pas les prendre au milieu de la nuit. Donc c'est dans ces situations parfois où on passe à du semi-alimentaire. D'accord, je pense que ça répond à la question suivante qui était pourquoi prendre des extraits pancréatiques en fin de repas et non en début, puisque là, donc, vous venez de parler davantage du début finalement. C'est pour éviter que les extraits pancréatiques arrivent avant l'alimentation, en gros, parce qu'ils vont arriver dans l'estomac, après être passés dans le duodénum, et finalement, l'alimentation, elle arrivera après. Très bien, je pense que ça répond là du coup totalement à la question. Autre question, à quel moment proposez-vous les SRO? Est-ce systématique chez les patients avec des diarrhées ou avez-vous des modalités de mise en place? Que pensez-vous de l'eau de Vichy-Saint-Thior pour les stomies très productive versus le SRO? La SRO, pardon. Ouais, alors nous, pour le SRO, non, on n'a pas beaucoup d'indications. Alors, en dehors du syndrome du col court, où nous, on est pour le coup avec des stomies à haut débit. Alors, je ne suis pas directement dans le centre de nutrition parentale à domicile, mais on travaille conjointement. Et donc là, pour le coup, oui, on privilégie le SRO quand c'est possible, même sur la Saint-Thior, avec la restriction hydrique qui est mise en place. En revanche, pour des diarrhées simplex, je ne mets pas forcément de SRO. Les indications, elles ne sont quand même pas si fréquentes que ça en nutrition entérale. C'est vraiment pour des cas souvent de déshydratation et des gastroentérites. Pour les cas d'iléostomie en dehors des grêles courts, la Vichy-Saint-Thior, elle est satisfaisante. Hein. Et elle est plus acceptée par les patients souvent. Très bien, merci beaucoup. Alors, également, est-ce que les jéjunostomies sont une indication à l'utilisation des produits semi-élémentaires? Ça peut. Après, en général, on teste un polymérique et puis après, en fonction de la tolérance, on peut switcher éventuellement sur un semi-alimentaire. Comme on disait tout à l'heure, si il ressent un peu ballonnement ou difficulté un peu ce qu'on appelle de digestion, des choses comme ça, si vraiment la tolérance n'est pas bonne ou s'il y a des diarrhées importantes, ça vaut le coup de tester un semi-alimentaire. La question, c'était pour des jéjunostomies d'alimentation ou des jéjunostomies de décharge? Ça n'est pas précisé, donc je pense que ce moi, sont j'ai des compris jéjunostomies ça. d'alimentation Oui, par. j'ai compris ça comme Oui. ça, oui. Oui, sinon, ça marche moins bien, la réponse. Une question à nouveau sur les produits et médicaments administrés. Quelle dose est recommandée pour l'eurobiol et le créon? Et toujours les questions sur l'administration pratique en cas de NE. Alors, c'est en dose poids, les extraits pancréatiques. Après, de ce que je me souviens, souvent, c'est pas nous qui les prescrivons, elles sont prescrites par les chirurgiens ou les gastro, mais 500 UI par kilo par jour, à peu près. Il ne faut pas dépasser, ça doit être 250 000 unités par jour. En gros, après, à adapter en fonction de la clinique, si on donne une dose et que le patient a toujours des diarrhées graisseuses, etc., on peut augmenter la posologie. Très bien, merci. Alors, question suivante. Dans la lymphangiectasie intestinale, préconisez-vous un régime sans graisse strict chez les patients âgés à risque de dénutrition? Ce régime est-il à suivre à vie ou le patient peut-il réintroduire les graisses devant une amélioration des symptômes? Ah oui, ça, c'est pas quelque chose qu'on croise tous les 4 matins. Mais donc, la lymphangiectasie intestinale, qu'elle soit primitive ou secondaire d'un patient âgé, en fait, effectivement, toute alimentation restrictive, il y a un risque de dénutrition, ça c'est clair. Le truc, c'est qu'en fait, si jamais cette lymphangiectasie, elle a vraiment une incidence, un rôle, qu'elle est cliniquement significative,
on va vite le voir. C'est-à-dire que quand on va mettre une alimentation normale, si jamais le patient présente des symptômes digestifs avec une diarrhée, une hypoalbuminémie, des œdèmes des membres inférieurs, un syndrome carentiel qui s'installe, ben, finalement, l'alimentation normale, même si elle est plus acceptée par les patients âgés, en fait, elle est délétère dans cette situation très précise. Donc, c'est des situations rarissimes où, dans ce cas, ben, malheureusement, si l'alimentation normale est, entre guillemets, toxique, ou en tout cas responsable d'une aggravation des symptômes digestifs et de l'état nutritionnel, et ben, on va être obligé de restreindre l'alimentation en acides gras à chaîne longue, quitte à mettre après une nutrition entérale. Ok, très clair. Nouvelle question pratique. Si la nutrition entérale est administrée en cycle jejunal, les extraits pancréatiques doivent-ils être aussi mélangés avec du jus d'orange? Je n'avais pas vu venir celle-là. Je dirais que non, pas forcément, puisque du coup, on n'a plus besoin que ce soit acide, là, on veut que ce soit absorbé, parce qu'on a passé l'estomac. J'aurais dit non. Il y a peut-être des recos, hein, mais. Donc, j'avoue que les tailles de nos sondes de jéjunostomie, l'administration des extraits pancréatiques, ça les bouche. Donc, en fait, nous, on interdit l'administration de tous les médicaments par les jéjunostomies d'alimentation. Ok, donc plutôt retenir d'essayer de ne pas utiliser la jéjunostomie pour conserver la voie d'abord. Si on compte, En tout cas, à Bordeaux, elles sont toutes petites. D'accord. Une autre question. Alors là, je pense qu'il y a un patient en cours, puisque pour un patient avec un IMC à 16 sur BPCO, l'auteur précise sans antécédent suspectant une malabsorption, maldigestion. Suspecte-t-on un problème de malabsorption, sachant que les ingestats sont à 40 kcal par kilo de poids et 2 grammes de protéines par kilo? Faut-il envisager une nutrition entérale semi-élémentaire? Merci, est-il précisé. Je ne sais pas si vous avez assez de données avec ces éléments-là pour répondre. C'est des cas cliniques super compliqués parce que, en fait, je ne sais pas si le patient a une BPCO grave ou pas, s'il est déjà au stade d'insuffisance respiratoire. Si c'est le cas, parfois, on peut être confronté effectivement à des cas de résistance à la nutrition artificielle qui ne sont pas forcément sur une vraie malabsorption, mais qui sont probablement plutôt liés à une espèce de détournement métabolique avec une insulinorésistance. Si c'est un patient qui fume encore, évidemment, ça n'aide pas. Parfois, c'est des patients qui sont polyvasculaires aussi, et donc sur le tabac. Et donc, on peut avoir des phénomènes un peu de défaut de vascularisation digestive aussi. Donc, il y a certains patients, effectivement, on est très embêté sur des insuffisances respiratoires. On a beau leur balancer 40 kilocalories par kilo de poids, ils ne reprennent pas tant que ça. Nous, ça peut arriver dans ces situations qu'on essaye un semi-élémentaire. Le rationnel scientifique n'est pas énorme, mais parfois, ça peut débloquer certaines situations. Ok, merci beaucoup. Question beaucoup plus large. Que pensez-vous des sleeves sur les carences alimentaires en règle générale? Alors là, oui, on s'éloigne un peu, mais en ce qui concerne les carences alimentaires, après, il faut absolument faire une surveillance du bilan bio régulièrement parce qu'on peut avoir des carences importantes, même avec une sleeve, malgré le fait qu'il n'y ait pas de malabsorption, notamment les carences en fer et en vitamine B12 qui peuvent être importantes. Donc après, je ne sais pas quelles sont les habitudes chez vous à Bordeaux, mais c'est vrai que dans les sleeves, on les supplémente aussi en multivitaminés. Alors pas forcément à vie, mais au moins le temps de la perte de poids et surtout, il faut une surveillance biologique régulière.
Oui. Et moi, je m'en occupe pas directement parce qu'ils sont vus au CSO, au centre spécialisé de l'obésité. Nous aussi. Je pense que je vois ceux qui vont très mal, donc je vois beaucoup de carences sur les sleeves, mais surtout des carences d'apport. Il y a quelques carences sur effectivement les carences en fer ou d'absorption, mais c'est beaucoup des carences d'apport aussi. Très bien, merci. Alors, une question sur votre expérience avec le Peptamen 2.0. Avec le recul, quelle est la tolérance digestive en termes de transit intestinal, puisque l'auteur de la question précise que le produit est plus osmolaire que les autres Peptamen, et donc tolérance à débit équivalent, bien entendu. Ouais, effectivement, au tout début, ça faisait un peu peur, l'osmolarité du Peptamen 2.0. Et donc, nous, on ne l'a pas encore au marché. Je pense que Barbara, je ne sais pas pour toi. En mars, on va l'avoir. Mais en tout cas, à domicile, les rares patients, pour l'instant, qu'on a commencé à mettre sous Peptamen 2.0, en site gastrique, je précise, ont plutôt une bonne tolérance. Moi, je n'ai pas eu en tout cas de souci de tolérance sur l'osmolarité du Peptamen 2.0. Je n'ai pas encore essayé en site jéjunal. Pareil, idem. Très bien, merci. En cas de gastroparésie, quelle nutrition entérale recommandez-vous? En cas de gastroparésie, souvent, on essaye quand même le polymérique, mais avec un débit, un volume assez faible. Et en général, on switch assez rapidement sur du semi-alimentaire. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, ce qui améliore quand même la tolérance sur le plan digestif. Après, d'expérience, je ne sais pas s'il y a des articles ou des recos, mais c'est vrai que nous, on a l'habitude de suivre des patients polyhandicapés, souvent dans des masses ou des choses comme ça, qui ont soit des gastroparésies ou soit des... Et ils se positionnent de telle façon à ce que l'estomac soit un peu comprimé. Et du coup, c'est vrai que souvent, ils sont améliorés par le semi-alimentaire. Et après, en cas de gastroparésie sévère, parfois, on a une voie d'abord qui est post-pylorique aussi. Oui, ce qui permet de repasser du polymérique. Oui, on peut repasser après en jéjunostomie si vraiment on est embêté et qu'il y a beaucoup de reflux et de vomissements. Et donc, je vais prendre la dernière question. Dans votre pratique, quelles sont les indications les plus fréquentes à l'usage des semi-alimentaires? En tout cas, pour ma part, c'est beaucoup du post-opératoire digestif. Beaucoup de pancréatectomie. Oui, et en plus, ils ont aussi souvent des gastroparésies dans ce contexte, dans la DPC. Donc ça et puis après tout ce qui va être acide chyleux et chylothorax. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier. Un très grand merci donc au docteur Bérénice Tellière et au docteur Barbara Teyer pour la qualité de leur présentation, la clarté des messages et leur engagement au quotidien en faveur d'une meilleure prise en charge nutritionnelle des patients. Vos partages d'expériences et vos cas cliniques apportent des repères qui semblent très concrets et merci également pour ce temps de réponse aux questions en pratique. Merci également à toutes et à tous pour votre participation. Nous espérons que ces échanges vous auront apporté des clés pratiques pour mieux comprendre les mécanismes de malabsorption, de maldigestion et puis enrichir les prises en charge nutritionnelles au quotidien. Le replay sera prochainement disponible et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire Nestlé Science. À très bientôt. Merci. Merci.